bonjour. Alors aujourd'hui pour notre vidéo, nous avons mieux qu'un invité, un partenaire, Cédric Lavedrine. Donc, je suis président du cabinet Alteréthique spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, expert comptable et commissaire aux comptes. Voilà, et donc ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, ce sont les fusions d'associations. Alors il s'agit de voir les points de vigilance et les modes d'emploi. Notre cabinet, qui travaille beaucoup pour le monde public, a l'habitude de considérer les fusions d'associations comme un choix de mode de gestion comme un autre, ou comme les conséquences de choix en matière de mode de gestion. Et c'est, du point de vue des collectivités publiques, une bonne approche. Parfois, on peut tout simplement aussi, du point de vue des collectivités publiques, être le catalyseur, plus ou moins présent, plus ou moins discret, de ces fusions d'associations. Parfois, ça peut être pour rationaliser le paysage associatif, ou pour le faire évoluer. Par exemple, combien de territoires ne réorganisent-ils pas leurs associations en parallèle à la création d'un office de tourisme, par exemple en EPIC, en association ou en SPL? Ou aussi, autre élément, combien de communautés de communes, d'agglomérations ou de métropoles ne procèdent-ils pas en tant que fort incitateur à la recomposition de leur monde culturel ou sportif assez souvent, à l'échelle des communautés? Ceci dit, il faut à chaque fois, pour chaque territoire, identifier les critères, d'une part, et éviter toute une série d'écueils en matière de personnel, de fiscalité, de règles de concurrence et de publicité, de gestion de faits, qui ne sont pas forcément que des écueils. S'agissant par exemple des éléments de personnel ou de règles de concurrence et de publicité, ce peuvent être au contraire des atouts que de mettre en concurrence et en publicité certaines activités, ou par exemple que de reprocéder à certaines remunicipalisations. Mais il faut avoir réfléchi en amont à ce que l'on veut faire, domaine par domaine, sans être totalement otage de ce qu'est l'histoire, parce que parfois il y a des associations qu'on va fusionner, mais en extrayant certaines activités pour les rendre publiques ou les donner en marché public ou autre. Donc c'est tout un paysage, un paramètre que le monde public doit réfléchir, aborder, pour lequel une maturation de la réflexion s'impose. Et puis il y a le point de vue des acteurs associatifs, qui dans un certain nombre de cas sera en aval de la décision publique, mais parfois sera en amont. Et il y a là une sensibilité, une gestion particulière. Non, gérer des regroupements, des fusions ou des évolutions d'associations, ce n'est pas qu'un processus juridique et comptable, c'est un processus avant tout territorial, humain, organisationnel, c'est un projet. Et de ce point de vue-là, Cédric, oui, quelle est toi ta checklist quand tu vas réfléchir sur pourquoi une fusion d'associations? Donc, en fait, au niveau des associations, il y a de nombreux points. Souvent, on se lance bille en tête sur des projets sans réfléchir au projet, justement. On se dit, la fusion, c'est une opération juridique. Et là, on court à l'échec. Donc, il y a de nombreux points à voir. Pourquoi? Quelle est la motivation de ce regroupement? Au niveau des acteurs associatifs, s'agit-il de faire face à la contraction des financements souvent? Donc on a une sphère finalement économique avec la volonté de rationaliser les coûts, le développement de nouvelles activités, voire de nouveaux marchés lorsqu'on est des fois de plus en plus sur des secteurs marchands. Également se réorganiser face à la concurrence qui existe également dans le secteur associatif. On a aussi tout un aspect ressources humaines et gouvernance où, du fait de la difficulté à renouveler les instances de gouvernance, les présidents qui veulent arrêter leur fonction, la difficulté à trouver un successeur, donc la fusion peut être une solution. En matière RH aussi, ça permet d'offrir aux salariés davantage d'opportunités pour les fidéliser à leur poste, puisque souvent dans le secteur, ils ont des rémunérations inférieures, et donc il s'agit d'essayer de leur donner des perspectives. Et puis il peut y avoir aussi la volonté d'acquérir de nouveaux savoir-faire par rapport justement à cette concurrence, à ces nouvelles activités que l'on souhaite développer. Mais alors dis-moi Cédric, j'imagine que, en tout cas c'est mon vécu à moi, j'imagine que c'est pareil pour toi, quand tu travailles sur l'économie sociale et solidaire, la culture, le sport et autres, ce sont des situations totalement différentes, j'imagine, que tu as gérées. En fait, il y a beaucoup de points communs parce que le projet de fusion va faire ressortir finalement souvent les mêmes problématiques. Bien sûr, il y a des spécificités sectorielles
par exemple, dans l'insertion par l'activité économique, d'un point de vue juridique, il faut faire attention au transfert des agréments. Dans le sport, on peut avoir aussi, éventuellement, si jamais on fusionne avec une autre association sportive, vérifier que si jamais il y avait des agréments spécifiques, ils soient transmis également. Mais globalement, on est quand même sur une sorte d'inventaire des impacts qui va quand même être similaire, malgré des points spécifiques aux activités. Je pense qu'on a un tableau qui est intéressant pour identifier les motivations d'une fusion. Je te laisse le décrire un instant. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a en fait 3 sphères. La sphère du modèle économique, donc on se regroupe pour faire des économies. On se regroupe parce qu'on veut équilibrer notre modèle économique, souvent déséquilibré du fait de perte de financement ou de raréfaction des financements. Donc, et on veut diversifier l'activité, acquérir de nouveaux savoir-faire. On va avoir aussi également une sphère liée aux ressources humaines, donc de la gouvernance, difficulté à renouveler la gouvernance, c'est-à-dire les mandataires, le président, le conseil d'administration, et également permettre aux salariés d'avoir davantage d'opportunités pour fidéliser finalement les équipes et les inciter à rester. En se regroupant, on devient plus gros et on a donc davantage de possibilités d'évolution en interne. Et puis il y a tout l'environnement général, comme faire face à la concurrence finalement qui existe également dans le secteur associatif, répondre aux incitations des pouvoirs publics et des collectivités en particulier qui souhaitent avoir des interlocuteurs uniques qui se regroupent donc d'un point de vue territorial, et adapter les structures finalement à l'évolution de l'environnement, aux nouveaux enjeux. Et en se regroupant, on devient plus fort et donc ça permet souvent d'atteindre cet objectif. Les collectivités publiques sont très demanderesses en général d'avoir des contractualisations désormais claires, avec des engagements précis, y compris en termes d'économie, d'accompagner les associations dans leur professionnalisation, leur spécialisation, mais aussi, et c'est très délicat, tu viens de l'évoquer, dans leur renouvellement parfois générationnel de leurs organes et de leurs militants associatifs, qui est un enjeu extrêmement grave, même sur un certain nombre de territoires en ce moment. Et on constate d'ailleurs que les collectivités incitent à travers le financement au regroupement, en disant on souhaite avoir un seul interlocuteur, donc débrouillez-vous, organisez-vous. Donc nous sommes intervenus sur plusieurs structures comme ça qui, au niveau régional, devaient se regrouper pour pouvoir, soit c'est l'État, soit c'est la région, qui souhaitent avoir un seul interlocuteur. D'ailleurs, nos 2 cabinets ont travaillé ensemble sur un certain nombre de cas où le monde public est à l'origine du regroupement de manière très claire. Alors après, un regroupement, ça se prépare. Nous, du côté public, on a toute une série d'étapes à suivre bien en amont du juridique pour qu'il y ait un accouchement de consensus avec le monde associatif, pour que le projet corresponde aux souhaits publics. Et toi, dans ton métier? Alors, il faut savoir que la loi ESS qui a été promulguée en 2014 a permis d'harmoniser toutes les pratiques et donc de sécuriser juridiquement ces opérations de fusion. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir réussir une fusion, il faut vraiment la préparer en amont. C'est-à-dire s'assurer que les valeurs de chacune des associations parties à la fusion sont bien compatibles. Donc on va avoir des valeurs négociables, des valeurs non négociables. Donc il s'agit vraiment que les dirigeants associatifs se rencontrent avant dans un projet de préfusion finalement, qui discutent des échanges de qu'est-ce qui est compatible, pas compatible, qui définissent leurs objectifs, tout ce qu'on a cité avant. Et ça, c'est comme une catalyse en chimie ou une mayonnaise. Voilà, il faut y aller doucement, et s'il n'y a pas le catalyseur au début, on se plante. Donc c'est d'où l'importance de cabinets extérieurs comme nous, qui ne pouvons pas faire le boulot à la place des acteurs locaux, mais qui pouvons aider les acteurs à ce que la mayonnaise prenne. Voilà, tout à fait. Donc il s'agit en particulier de minimiser les causes de blocage qui vont être fondues sur l'intuitif personnel des dirigeants souvent forts, d'autant plus s'il s'agit des fondateurs. Donc en se connaissant, en voyant finalement les zones difficiles, on prend le temps de négocier. Si on rentre déjà dans le processus juridique avant d'en avoir parlé, on a un timing à respecter. Là, du coup, on est beaucoup plus contraint et on a tendance à plutôt finalement rejeter le projet. Donc c'est bien de le faire avant tout ça. D'où l'importance de bien phaser les étapes de cette fusion. Donc on peut en fait en gros avoir 3 étapes. Il y a les premières discussions pour se dire on veut fusionner, c'est se dire on est d'accord sur le principe. Ensuite on a toute une étape d'analyse de l'existant, de co-construction de ce projet commun dont on parlait, finalement de validation du projet avant de se lancer dans le juridique. Et une fois que tout ça est bien validé, y compris avec les personnes salariées qui sont dans les postes clés, parce que le RH est très important. Une fois que tout ça est bien validé, on va pouvoir enfin se lancer dans la partie juridique et là commencer à établir un calendrier.
Et également vérifier une fois que tout ça est bien, s'il n'y a pas finalement, une fois qu'on rentre dans le dur, des éléments liés aux impacts fiscaux, juridiques, comptables, sociaux, etc., qui pourraient être un blocage et quelles solutions on peut trouver. Et le juridique n'intervient évidemment qu'après, même s'il faut l'avoir eu à l'esprit tout le temps, voilà, tout du long. Voilà. Le traité de fusion à la fin est un élément central qui définit les modalités de fusion, permet un état des lieux, formalise les points d'accord. Et c'est ce traité de fusion qui va être voté pendant l'Assemblée Générale Extraordinaire qui va valider la fusion. Et ce qui est très important, c'est d'éviter au cas par cas les pièges. Il n'y a pas une fusion qui se passe comme les autres. Ah oui, et ça, de façon générale, dans le secteur associatif, on peut dire souvent c'est du cas par cas. Voilà. Les règles sont tellement spécifiques que ce soit au niveau fiscal, juridique, statutaire, on est vraiment souvent dans du cas par cas. Oui, et puis il y a une appréhension, appropriation de ce que sont effectivement les personnalités des grands acteurs associatifs. Avec un exemple ici de calendrier et surtout différencier différents types de fusions possibles que vous pourrez aborder plus avant. Adapter les modalités de fusion qui peuvent être simplement un apport partiel d'actifs, on peut avoir une scission, une fusion-absorption, parce que souvent c'est le cas d'ailleurs. Par exemple, quand il y a des peurs de perte d'agrément ou de catégorisation, je pense au monde touristique ou sportif, la fusion-absorption présente un certain nombre d'avantages de ce point de vue-là, parce qu'il y a une continuité de personne morale, même s'il peut y avoir des changements de siège. Par contre, sur l'absorbé, il faudra bien vérifier que, par exemple, la directe dans l'insertion par l'activité économique accepte de transférer son agrément. Oui. Et puis, évidemment, toute une série de points de vigilance sur lesquels on peut finir. Mais avant tout, du cas par cas, disions-nous, si tu avais un dernier mot un peu clé à retenir sur ces fusions, quel serait-il ? La fusion, c'est un mariage. Donc, il faut vraiment, comme dans un mariage, être certain qu'on a un projet commun avant d'y aller. Éventuellement, on peut avoir des périodes intermédiaires où on peut travailler ensemble, à travers un groupement par exemple. Des fois, on se réunit à travers un groupement avant de valider un projet de fusion. Donc, ça peut être une étape intermédiaire. Et puis, il y a des cas où... Donc, un peu de vie commune, un peu de concubinage dans le mariage, dans certains cas, ça peut aider. Surtout que les modes de résolution des conflits ne sont pas les mêmes. À travers les groupements économiques, souvent, on peut, à travers ça, anticiper un projet de fusion pour voir si finalement, déjà, à travers une mutualisation en particulier, finalement, on s'entend si jamais on avait un doute avant d'aller dans la fusion. Merci Cédric. Merci. À bientôt à tous. Merci, au revoir.